Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h. Si vous nous suivez en direct, via vos box, à la télévision, émission que vous retrouvez bien sûr chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence microéconomique qui débute pour plusieurs semaines maintenant, avec d'abord la partie américaine et quelques premières grandes banques américaines qui ont publié leurs résultats trimestriels. Nous parlons notamment de JP Morgan ou encore de Wells Fargo, des résultats qui sont d'ailleurs salués par le marché. Vous aurez le détail de ces chiffres dans un instant avec Pauline Grattel. La saison de publication va bien sûr monter en puissance avec dès la semaine prochaine les premiers résultats de grands groupes européens et français notamment, avec par exemple l'activité de LVMH qui est attendue mardi soir prochain après la clôture du marché français. La France qui fait face à ses créanciers avec ce projet de loi de finances présenté par le gouvernement de Michel Barnier. Au-delà de la moulinette parlementaire qui va sans doute altérer ce projet de loi de finances, est-ce que la France parle aujourd'hui de manière correcte à ses créanciers? C'est la question que posera nos invités de Planète Marché dans quelques instants, bien sûr. Et au-delà de ça, nous reviendrons bien sûr sur les enjeux en matière de politique monétaire à moins d'une semaine de la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne notamment. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, comme une fois par mois, nous faisons un point sur l'actualité de l'industrie ETF à travers les flux, à travers les lancements de nouveaux produits, où vont les intérêts des investisseurs qui investissent à travers ces produits de gestion passive. Nous faisons le point chaque mois avec les équipes de Yomoni à travers cet observatoire ETF. Et Olivier Malteste nous retrouvera évidemment à partir de 17h45 en plateau, le directeur des investissements de Yomoni. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est avec nous pour nous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Des marchés actions qui évoluent globalement dans le vert pour cette dernière séance de la semaine. Oui, côté européen, les indices évoluent timidement dans le vert. Le CAC 40 est proche de l'équilibre aujourd'hui. À Wall Street, les bourses ont ouvert en ordre dispersé. La saison des résultats est lancée et on en parle tout de suite avec ceux des grandes banques américaines. Oui, à commencer par la plus grande d'entre elles, JP Morgan. Dans un contexte géopolitique compliqué, JP Morgan dépasse les attentes des analystes sur le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires de la banque s'établit au-delà de 42 milliards de dollars, en hausse de 7% sur la période. Le bénéfice net recule légèrement de 2% à 13 milliards de dollars. Les investisseurs saluent cette publication. Le titre est en hausse de plus de 3%. Bon rapport également pour Wells Fargo qui publie des résultats meilleurs que prévus. Oui, la banque fait état de revenus de plus de 20 milliards de dollars au troisième trimestre. Le bénéfice net recule à 5 milliards de dollars, mais c'est au-dessus des attentes. La publication est saluée par les investisseurs et le titre ouvre en hausse de plus de 5% à Wall Street. Et puis les encours sous gestion de BlackRock continuent de gonfler au troisième trimestre. Oui, c'est toujours grâce à l'essor des ETF et c'est le troisième trimestre consécutif que BlackRock vole de record en record en matière d'actifs sous gestion. Il s'élève quasiment à 11 500 milliards de dollars. Sur la période, le bénéfice net de BlackRock est en hausse de 4%. Le titre ouvre en hausse de 3% à Wall Street. Le volet automobile et son lot de difficultés avec l'exemple de Volkswagen aujourd'hui qui baisse ses livraisons du troisième trimestre. Oui, le constructeur fait état d'une baisse de 7% de ses livraisons mondiales au troisième trimestre en lien avec les difficultés du secteur automobile européen. D'autres constructeurs avaient aussi alerté comme Stellantis, BMW ou encore Aston Martin. Le titre Volkswagen recule légèrement aujourd'hui et aussi Stellantis annonce le départ de son directeur général Carlos Tavares en 2026. L'action chute de 4%. Oui, avant cela, la directrice financière de Stellantis a également été remerciée après les derniers résultats. Côté macro, les prix à la production industrielle aux États-Unis étaient publiés cet après-midi, Pauline. Oui, pour le mois de septembre, les prix à la production industrielle américaine ont stagné sur un mois après une hausse de 0,2% en août. Sur un an, ils augmentent de 1,8% contre un consensus de 1,6%. Quels seront les rendez-vous clés de la semaine prochaine pour les investisseurs? La semaine prochaine sera rythmée par la décision monétaire de la BCE jeudi. Côté US, les ventes de détail et la production industrielle pour le mois de septembre seront publiées, ainsi que différentes données d'activité chinoise pour le mois de septembre et pour le troisième trimestre dans son ensemble. Côté micro, on regardera la poursuite des publications de résultats américains et LVMH est attendu mardi. Merci Pauline. Pauline Grattel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Axel Botz, directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management, est à nos côtés également. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Et Raphaël Thuin, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital, nous accompagne également. Bonsoir Raphaël. Ravi de vous retrouver tous les trois, messieurs. Je commence avec vous, Raphaël. La question que je posais en introduction, est-ce que la France parle correctement à ses créanciers aujourd'hui ? Disons qu'elle lui parle un petit peu mieux qu'avant. On a vu effectivement quand même des mesures qui étaient des mesures d'ampleur, la volonté de marquer le coup. On ne va pas parler de mesures bazooka comme en Chine, mais très clairement, il y a une volonté d'apaiser les marchés financiers, d'apaiser les prêteurs. Très clairement, ça a été le focus du gouvernement Barnier, avec en particulier donc, des mesures d'ampleur, faire baisser le déficit d'autant dans un délai raisonnable, c'est respectable d'une part. Et puis aussi cette volonté de faire porter le gros de l'effort au début, dès l'année prochaine. Ça aussi, c'est un gage de bonne foi. Probablement que dans ces conditions, on peut estimer que le marché, dans une certaine mesure, s'est rassuré. Alors reste, en revanche, effectivement, l'incertitude politique. Dans quelle mesure le gouvernement Barnier a le capital politique suffisant pour faire porter ces mesures. Mais en tout cas, à valeur faciale, on peut estimer que les mesures sont d'ampleur. On s'achète suffisamment de temps, encore une fois, modulo le risque d'instabilité politique et la durée de vie de ce gouvernement Michel Barnier. Mais ce qu'il y a sur la table dans le projet de loi de finances permet quand même, vous dites, de gagner un peu de temps face au marché, face peut-être aux agences de notation également, pour la Commission européenne, partenaire important de ce point de vue-là. Gagner du temps, alors on sait que la situation est très instable, donc combien de temps on a gagné, on ne sait pas, c'est peut-être une affaire de quelques jours. Il semblerait que la stabilité politique soit suffisante pour que ce budget, dans une forme ou une autre, soit implémenté. Donc effectivement, sur cette dimension-là, peut-être que les marchés peuvent se rassurer. En tout cas, on n'a pas vu de gros mouvements entre, par exemple, le fameux spread Allemagne-France, donc probablement cette stabilité est bon signe. Après, il faudra se pencher sur l'impact aux croissances, ces mesures, dans quelle mesure pourraient-elles affecter la génération de bénéfices l'année prochaine pour les entreprises, quel secteur, aussi affecter la croissance. On commence à avoir des estimations et très clairement, on voit que le gouvernement a essayé d'être très précis dans ces mesures et de limiter la casse en termes de croissance. D'impact sur la croissance. Est-ce qu'on préserve ce genre de grands équilibres selon vous, Axel ? Et encore une fois, est-ce que la France, vis-à-vis de ses créanciers, garde une certaine crédibilité avec ce projet de loi de finances 2025, au regard de tout ce que tout le monde connaît, la complexité politique, la legacy des finances publiques françaises, etc. Oui, en tout cas, effectivement, l'effort est louable. Il y a néanmoins un gros risque d'exécution maintenant, puisqu'il y a 40 milliards de baisses de dépenses qui sont indiquées dans ce budget. Donc ça, autant le volet d'augmentation de la fiscalité, ça on sait faire a priori, autant l'exécution dans les baisses de dépenses, ça va être un petit peu plus complexe. Je pense que la France doit aussi, quand elle parle à ses créanciers, avoir en tête que le monde a changé, dans le sens où c'est plus difficile d'obtenir l'intérêt des Japonais, alors que ça a été longtemps notre base d'investisseurs très récurrente. Maintenant, ils étaient clairement vendeurs cet été. On a la concurrence des obligations de l'Union européenne aussi. Avant, la France était vue comme une sorte de proxy de la zone euro, plutôt bien notée, très liquide, facilement échangeable sur les marchés de repo et oui, probablement même plus liquide que le Bund dans la réalité, avec une courbe très longue. Maintenant, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. L'Espagne fait à peu près 1000 milliards en cours. Il y a l'Union européenne qui va atteindre les 800-900 milliards en cours. Donc, il y a des alternatives, pas tout à fait aussi grosses que la France, mais même sur des métriques importantes, comme vous disiez, la profondeur de marché, la liquidité, la longueur des émissions possibles, cette concurrence sur toutes ces métriques-là commence à monter pour la France. Oui, et c'est pour ça qu'il faut avoir peut-être une relation un peu plus étroite avec le marché, en tout cas l'améliorer. La FT est très très bonne pour faire ça. Avant chaque adjudication, on sait qu'il la prépare très très bien avec les teneurs de marché. Et ils sont très attentifs d'ailleurs au retour du marché. Maintenant, la France n'est plus toute seule. Non, il n'y a pas de surenchère. Enfin, il y a toujours une demande qui couvre largement les émissions de soir, mais je regardais la dernière à 10 ans.
tout a été souscrit au prix limite. C'est-à-dire que personne n'a voulu payer plus que ce qui était proposé comme prix limite par l'AFT sur des échéances 10 ans, par exemple. Oui, et puis disons depuis la période qui a juste après la dissolution, ouais. on a vu quand même que les tailles d'émissions ont été un peu réduites. Donc là aussi, il y a un travail de préparation très important, très fréquent de l'AFT pour s'assurer que ça se passe bien et pas afficher une adju ratée qui serait un mauvais signal. À ces niveaux de dette, le vrai risque, c'est pas tellement le spread, c'est savoir si vous gardez l'accès au marché. Le spread soit à 80 ou 90, finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais oui, l'accès au marché doit être absolument préservé. Et puis après, on va être scruté, puisque l'effort, certes, même s'il est très important. Ah oui, il y aura des points de rendez-vous. Il va durer jusqu'à 2029. 29, oui, maintenant. Enfin, on a essayé, on a gagné 2 ans, entre guillemets, mais on a gagné ou perdu 2 ans, suivant l'appréciation qu'en fera le marché. Mais en tout cas, on a une... Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles à annoncer pendant plusieurs mois. Je pense que le budget-là va probablement passer en 49.3 aussi, s'ils n'ont pas le capital politique pour le faire. Ce serait un très bon signal que ce ne soit pas le cas. Mais bon, le jeu politique est tel en France qu'il requerra probablement le 49.3. Et puis, donc, motion de censure derrière, qui gagneront, etc. Et on avancera un peu pas à pas. Et dans l'intervalle, on a les agences de rating ce soir, la semaine prochaine, au mois de novembre de nouveau, octobre, je ne sais plus la dernière quand elle s'exprime, mais en tout état de cause, on sait que la France n'est pas franchement un double A si l'Espagne est un simple A. On est d'accord. Avec un taux espagnol à 10 ans aujourd'hui qui est même légèrement inférieur au taux 10 ans français. On m'expliquait, on me rappelait qu'une des forces aussi de la dette française quand même, profondeur, liquidité, c'est aussi le fait d'avoir des instruments de couverture. Il y a des futurs sur la dette française comme il y a des futurs sur le Bund, ce qui n'est pas le cas de toutes les dettes souveraines, c'est ça. Oui, mais rappelez-vous que le futur, il a été lancé une semaine avant la présidentielle d'Hollande en 2012. Je me souviens, 2012. Oui. C'était pas pour l'acheter. Oui. Ça peut, c'est un instrument de couverture dans les deux sens, effectivement, le futur. Bon. Sur cette situation française, alors je ne sais pas ce que vous voulez rajouter, Frédéric Rosier, mais même le cas des actions françaises, on a bien vu que depuis le 9 juin, le CAC 40, qui a été à un moment un indice fort, un indice leader sur la première partie d'année, se retrouve plus du tout dans cet état-là, évidemment. Oui, alors pour d'autres raisons, parce qu'on a une composante quand même qui est très liée à la Chine, avec le luxe notamment. D'accord. Il y a quand même une composante. Oui. Alors, par contre, mettons pas tout sur le dos de Michel Barnier et des finances publiques françaises. D'accord. Que constate quand même sur ce mouvement, et notamment post-dissolution, le marché a été vendu pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a été vendu de manière assez homogène. Si vous prenez les actions, elles ont varié à peu près de manière... les flux, notamment vendeurs ETF et autres, ont fait le job. Donc on a une dégradation pour le coup du marché français. On observe quand même depuis quelques temps des divergences très très fortes. C'est-à-dire qu'on a vu quand même des actions, même domestiques, rebondir. Là on voit par exemple des NJ rebondir, AXA, des choses comme ça, qui ont plutôt tendance à rebondir alors qu'elles avaient été attaquées justement pour leur côté français et sensible notamment au taux français. Là, il y a une divergence qui s'est opérée. Et donc, il y a une forme de peut-être marché qui est un peu rassuré quand même. Un relief, un soulagement. Un soulagement, c'est-à-dire que je ne dis pas que le meilleur est arrivé, mais le pire est évité. Et donc, dans cette configuration, le marché commençait à faire son job, son travail. Alors, je pense qu'il y a toujours une décote qui s'opère quand même sur le marché français au regard de la situation budgétaire, mais que le marché est prêt à repayer. Et là... Même avec la taxation, les surtaxes qui vont s'appliquer peut-être temporairement pour des entreprises de certaines tailles, etc. Pour moi, c'est déjà dans les cours. C'était déjà dans les cours parce que c'était dans le scénario du pire qu'on avait imaginé lorsqu'il y a eu la dissolution. Donc je pense que ce scénario de taxation, on l'a vu d'ailleurs. On a eu le temps d'imaginer le scénario du pire. Le scénario du pire, et même les entreprises qui sont plus soumises à ce facteur-là, notamment dans le secteur de l'énergie, on a vu qu'elles ont eu tendance même à se repricer un petit peu, hormis mais même là. Donc je pense qu'effectivement le marché l'avait un petit peu intégré et je pense que l'impact maintenant est négligeable. Pour le coup, et on part dans une autre histoire qui est plutôt effectivement une forme de repricing de la France en relatif notamment à l'Europe, puisqu'on a vraiment pour le coup, excusez-moi du terme, lagué par rapport au marché européen. Donc, là, on est en retard depuis le mois de juin. Donc après, on aura d'autres facteurs avec bien sûr la partie croissance et la partie sensible chinoise qui peut éventuellement, on peut avoir des bonnes surprises, pourquoi pas sans doute, mais on peut avoir des bonnes surprises. Mais la partie qui est hors Chine, on va dire, plutôt dans une phase de reprise techniquement. D'accord.
qu'il y a un marché à deux vitesses là en France. Les boîtes très françaises et les boîtes exposées à l'international. Et à la Chine notamment. J'ai rarement vu une telle divergence entre les plus 30, plus 40 sur certaines valeurs et des moins 30, moins 40. Il y a une énorme divergence sur le CAC et ça s'est accentué depuis juin. Dans quelle mesure on tient compte, quand on gère forcément des valeurs françaises, dans quelle mesure on tient compte de ce risque politique? Est-ce que ça oblige à avoir une analyse différente, une sélectivité différente, Raphaël? Oui, très clairement, et on parle du risque politique France aujourd'hui, mais on parlait de Chine hier, des États-Unis et des droits de douane demain. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie d'aller chercher business par business, entreprise par entreprise, les expositions. Donc là, on va regarder les expositions à la France en termes de chiffre d'affaires, mais aussi l'impact potentiel des hausses fiscales à venir. Ça, c'est un travail qui doit être fait entreprise par entreprise, secteur par secteur. Et effectivement, c'est quelque chose qui est devenu généralisé. On rabâche un petit peu la même idée, mais c'est vrai que vous allez reparler d'ETF, j'entendais un peu plus tard. Dans le dernier quart d'heure, oui. Effectivement, la gestion passive fait fi de ce type d'analyse, là où aujourd'hui on semble vraiment s'orienter sur une grande dispersion, beaucoup d'écarts, de dislocations, comme vous disiez. Et puis même pour dézoomer au-delà de ça, je pense qu'au-delà du cas France spécifique aujourd'hui, c'est aussi assez symptomatique du type de marché dans lequel on se trouve, des marchés de choc politique, de choc de duration, de choc d'offres. Aujourd'hui, encore une fois, le zoom est sur la France, mais demain, on va parler de l'Italie très, très rapidement. On va parler des élections américaines. Ce risque politique France, il est d'ailleurs amené à perdurer sur la durée. On a parlé de la Chine la semaine dernière. On a vu les effets que ça a eu sur le marché. Donc, c'est un exemple supplémentaire de ce peut-être nouveau régime qui s'offre à nous, où effectivement on va avoir de la volatilité, on va avoir des risques de dislocation forts sur des événements ponctuels, et effectivement la liste est assez longue. Ça aussi, ça fait réfléchir quand on parle allocation et sélection de valeurs. Bon, sur la Chine, qu'est-ce que vous dites justement là, depuis toute la séquence d'annonces qui a commencé fin septembre, le 24 septembre, la violente réaction de marché en première intention, le côté peut-être un peu déceptif du manque de détails à ce stade, d'une politique budgétaire notamment puissante et volontariste. Qu'est-ce que ça implique alors pour des actifs chinois et puis peut-être par effet d'entraînement pour des entreprises européennes, par exemple? Oui, c'est lourd en implication. En tout cas, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense que le marché voit le facteur Chine comme un facteur incontournable aujourd'hui. Dans quelle mesure les interventions récentes et les annonces à venir vont pouvoir vraiment changer le sentiment autour de la Chine? Ça, c'est une vraie question. Très clairement, ce sont des annonces majeures. On a parlé de bazooka probablement à juste titre, et le rebond est justifié. En particulier à un moment où le marché était et n'est vraiment pas chèrement valorisé. Petit 1. Petit 2, il est très sous-exposé chez les investisseurs. C'était un marché que tout le monde aimait détester, la Chine. Donc effectivement, on voit un rebond et potentiellement à court terme, ce rebond, il pourrait perdurer. La vraie question sur le long terme, c'est est-ce que ces mesures sont capables d'adresser les problématiques structurelles de l'économie chinoise, qui sont nombreuses, et on en a beaucoup parlé, problématiques de consommation, de crise de confiance, d'excès de dette, de bulle immobilière, de déflation. Excusez-moi, la liste est non, mais bien sûr. Je finirai avec la géopolitique et je m'arrêterai là. Là, on a du mal encore à vraiment pouvoir se prononcer sur le fait que oui, on a trouvé la formule magique. C'est plus un patch conjoncturel à ce stade qu'autre chose, vous dites. Très clairement, on a voulu marquer même les si esprits. tout y est de ce point de vue-là. Voilà, on a voulu marquer les esprits. On sent qu'il y a eu un changement d'attitude des autorités. Il y a un petit peu de quoi qu'il en coûte là, qui commence à interroger. Maintenant, la vraie question, c'est sur la dynamique de confiance, et pas confiance des investisseurs. Celle-là, elle semble à nouveau gagner. La confiance du consommateur. Sur les dynamiques de productivité, qui ont été vraiment un sujet vis-à-vis de l'économie chinoise, qui souffrent de cet interventionnisme excessif, et sur des dynamiques de consommation, un pays qui est très clairement orienté vers l'investissement, la production au détriment de la consommation. Ça, ce sont des plaies long terme de la Chine, et on a encore aujourd'hui du mal à interpréter à la lumière de cela l'impact de ces mesures sur le long terme. Oui, je comprends, sur les problèmes structurels. Signal de marché, signal macro, qu'est-ce que vous dites de la Chine aujourd'hui, Axel? Et effectivement, est-ce que il y a au moins l'idée d'une embellie conjoncturelle côté chinois?
Alors, l'idée est là, c'est sûr, on ne va probablement pas se mettre en face aujourd'hui, alors qu'effectivement, probablement, la Terre entière était short. Ouais. Donc, ce n'est pas le moment forcément de douter. Et il faut probablement accompagner le mouvement avec des effets collatéraux qui seront bénéfiques pour ce monde, mais aussi peut-être négatifs. On voit déjà sur la hausse des matières premières. Donc ça, il va falloir qu'on la paye aussi. Donc, il y a l'aspect faire Moyen-Orient attention. aussi, j'imagine, qui joue un peu Oui, mais sur je la pense partie aux pétrole, mais métaux, pas... D'accord. le Ouais. cuivre, Très directement lié à la Chine, là. le fer traité en Chine a bondi avec cette annonce de stimulus. Et puis, il ne sera pas interdit de douter ensuite quand on voit que, par exemple, ils recapitalisent les 6 plus grandes banques qui sont censées réglementairement être surcapitalisées et de beaucoup. Donc, est-ce que la taille de la recapitalisation, qui est à peu près de 1 000 milliards de yuan aujourd'hui, c'est ce que valent les cadavres dans le placard aujourd'hui. C'est bien possible aussi, sachant qu'on en crée aussi un petit peu en abaissant d'autorité les coûts hypothécaires, en espérant effectivement de libérer du pouvoir d'achat pour que les Chinois consomment. Mais effectivement, le challenge est là. La conso chinoise, c'est 38% du PIB. Ouais. Donc c'est extrêmement faible. On a joué ce rebond post-Covid en espérant qu'il y ait un même effet de ressort comme ce qu'on a pu voir dans les économies. L'esprit de revanche. L'esprit de revanche, mais il ne peut pas avoir la même ampleur quand la conso est une aussi faible part du PIB. Et d'ailleurs, depuis, les autorités chinoises ont changé d'optique de nouveau pour remettre l'accent sur la production, etc. Sauf que là, il y a peut-être un sentiment de panique si je me fais l'avocat du diable, parce que on a en ligne de mire peut-être, si Trump l'emporte, et on a vu que même les Européens étaient là, le modèle de croissance qui est extraordinairement basé sur les techniques de pointe de lutte contre le changement climatique au travers des véhicules électriques, au travers des panneaux solaires, etc. Ce sont les filières qu'on veut développer ici ou qu'on a voulu encourager et sur lesquelles on a mis beaucoup de capital politique et financier. On va forcément ériger des barrières douanières qui vont venir quelque part contraindre d'une façon ou d'une autre la croissance chinoise par le biais de ses exports. Donc qu'est-ce qui reste ensuite ? L'immobilier, on part au plus pressé, c'est-à-dire que le gouvernement va acheter des apparts et les louer pour résorber un peu l'excès d'offres. On va probablement mettre un plancher sur les prix immobiliers, ce qui est très important pour la confiance, mais encore faut-il que ça fonctionne. Et que ça prendra du temps, parce que là, les prix immobiliers continuent de baisser de 5-6% par an, et on n'en voit pas le bout, ça fait 3 ans que ça dure au bas mot. Donc voilà, le challenge est énorme, et le modèle de croissance maintenant est confronté au protectionnisme occidental. Oui, donc, et plus juste américain. Visiblement, l'Europe est américain. peut-être aussi en train de changer un peu de logiciel par rapport à ça. On a été moins fort que les Américains, et peut-être que ça ne changera pas grand-chose pour les producteurs, pour les Chinois, des véhicules électriques chinois, par exemple. Mais il y a par exemple 200 constructeurs de véhicules électriques en ce moment en Chine. Combien il en reste dans 5 ans ? Donc, quelle sera l'issue de ces surcapacités aussi, indépendamment même de ce qu'on fait sur le plan protectionniste. Bon, en tout cas, ils ont recréé des attentes. C'est-à-dire que... Les attentes sont là. Oui, les attentes sont là. Frédéric, sur moi, je suis très... les conséquences de la relance en Chine... Moi, je suis assez positif sur la Chine, parce que pour connaître un peu ce pays, je sais qu'il y a un effet d'entraînement qui peut être violent. Et lorsque les Chinois décident de consommer, ils décideront de consommer. D'ailleurs, on l'a vu. Et je trouve que d'ailleurs la séquence était assez intéressante, parce que finalement les annonces ont été faites quasiment la veille de la Golden Week. Oui. Donc ça a eu un impact immédiat, puisque les gens se sont rués, notamment à la fois chez les brokers pour voir des comptes et commencer à trader sur les actions. Évidemment, on leur file des crédits pour acheter des actions. Les appartements... On ne vendait plus aucun appart. Tout d'un coup, ils se sont rués pour essayer d'acheter les lots. N'oubliez pas aussi que l'économie, par exemple, sa transformation vers l'électrique est très importante. Des subventions. Les régions et l'État donnent de l'argent pour la transformation vers l'électrique. Donc, ça peut être soutenu. Il y avait aussi une nécessité, parce que la Chine jeune, elle est au chômage aujourd'hui. On n'a plus de chiffres, mais en grosso modo... 19% quasiment. Honnêtement, c'est plus proche des 25. Oui, sans doute. Et donc, le problème, c'est ce que disait Balavoine, quand la jeunesse se désespère, elle espère la révolte. Donc, le problème, c'est qu'il y avait aussi cette crainte-là, aujourd'hui, d'avoir une Chine qui se réveille, qui se révolte, justement, face à ces difficultés. Ils ont eu peur. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier aussi que la Chine, technologiquement, c'est un pays en pointe. On néglige ça, on parlait des véhicules électriques.
200 sociétés effectivement qui produisent des véhicules, des BYD aujourd'hui qui fait partie du top 10 des constructeurs mondiaux, Xiaomi qui faisait des téléphones et du jour au lendemain ils vendent des centaines de milliers de véhicules. Vous dites, un investisseur pragmatique, rationnel, il ne peut pas laisser passer ça, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Alors après, il faut qu'ils ponctionnent aussi dans leur épargne, parce qu'ils en ont quand même de l'épargne. Ils ont arrêté. Un petit peu d'allant, un petit peu de confiance. On rappelle aussi que l'indice de confiance du consommateur chinois était au tapis. Donc il faut leur donner un petit peu de confiance et ça repart très très vite. Ça peut repartir très très vite. Ça peut on peut avoir une tendance, après que ça quelque soit chose de tendanciel là qui. Non, on va pas exagérer non plus. Ah bah je sais pas. Mais mais parce qu'ils ont des problèmes structurels. L'immobilier c'est structurel. Quand vous avez 300 ou 400 millions de Chinois en moins, c'est clair, il y a des villes qui ont été construites qui ne seront jamais habitées ou qui seront très peu habitées. Donc ça, c'est clair que structurellement, c'est un pays qui est en décroissance, qui va peut-être tendre vers un modèle à la japonaise. On verra plus tard, mais clairement, on aura un choc. Mais par contre, sur du court terme, il y a vraiment de quoi, effectivement... Et pour nous, sur nos marchés, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller sur des marchés chinois... Il y a plein de solutions. Alors, le luxe, on a parlé des... Il y a eu un rebond sur les matières premières. C'est un vrai bon play ou pas, le luxe, par exemple? Parce que j'ai eu l'impression que le luxe n'a pas... Non, on exagère. On n'a pas transformé l'essai sur le luxe, là. Non, mais on exagère aussi. C'est parce que lorsqu'on regarde un peu le chiffre d'affaires d'Hermès, de LVMH, entre autres, l'US est déjà quand même majeure partie. Oui. Le Japon, avec un effet yen aussi, était relativement important. Donc, il ne faut pas non plus surréagir sur l'effet Chine, sur le luxe. Par exemple, la société la plus exposée, c'est Estée Lauder aux États-Unis, qui a pour le coup une exposition qui est quasiment un quart de son chiffre d'affaires en Chine. Mais voilà, il y a eu des surréactions sur le luxe. On va voir, on va ajuster tout ça. Mais on a vu, il y a des rebonds sur toutes les minières. Les ferreux ont rebondi quand même assez fortement à ces annonces. Les valeurs technologiques chinoises, les assureurs, la finance même des entreprises chinoises ont rebondi plus fortement que les technologiques d'ailleurs. Donc il y a des moyens de jouer ce mouvement. Il peut être court terme, mais ça peut nous emmener peut-être 20 ou 30% au-dessus des niveaux actuels. À 12 fois les bénéfices, on a matière peut-être à rebondir, sachant que historiquement on n'a jamais été payé aussi peu cher. Personne n'en voulait. C'est simple. Bon, ce qui est intéressant, c'est le plan de relance chinoise en Chine est arrivé une semaine après la baisse de taux de la Fed de 50 points de base. On s'était vu à ce moment-là, Raphaël, je me souviens, au lendemain de cette baisse de 50 points de base, votre discours était de dire c'est pas évident que ce mouvement de la Fed réduise beaucoup l'incertitude qu'on avait sur le chemin de politique monétaire. Qu'est-ce que vous dites un mois après ? Je regarde un petit peu les derniers mouvements de taux et effectivement, je suis un peu conforté. Nous sommes chez Tikehau assez confortés dans cette idée que, effectivement, on a beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt. On a vu en l'espace de quelques données économiques, encore une fois, un grand mouvement de balancier sur les attentes du nombre de baisses de taux, sur les niveaux de taux d'intérêt aussi. On continue à bouger un petit peu dans tous les sens. L'indice de volatilité des taux d'intérêt, le MOVE, est repassé à des niveaux quasiment les plus hauts. Il a remonté après la baisse de taux de la Fed. Absolument. Et on en revient à ce discours qu'on a déjà eu, vous et moi, autour de cette idée que finalement, la Fed et les banques centrales empêchent les marchés de voir très loin en termes de lisibilité de leur politique monétaire. On est aujourd'hui très data dependent, on va agir en fonction de la donnée du jour. Et si vous regardez par exemple ces dernières semaines, derniers mois, on a eu des grands mouvements de taux d'intérêt à la baisse, puis maintenant à nouveau à la hausse. Et concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu un petit peu de bruit économique. Au début, on était plutôt inquiet sur la macro, ensuite plutôt rassuré. On voit que la donnée est bruitée. Et le résultat, c'est que le marché ne se projette pas et oscille vaillamment d'une donnée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc ça, c'est une vraie problématique de marché qui crée de la volatilité, qui crée de l'incertitude, autour, encore une fois, de cette thématique d'être très dépendant de la donnée et d'être finalement un petit peu trop dogmatique, pas assez pragmatique vis-à-vis de la réalité de la situation quand on parle d'inflation ou de la trajectoire macro. Qu'est-ce qui rend encore les choses aussi incertaines ? Parce que là, le cycle de baisse de taux, il est entamé par tout le monde aujourd'hui, Axel. Il est entamé par tout le monde et peut-être ce qui change la donne, c'est le point précédent sur le plan de relance chinois. Ce sera, avec le recul, on ne sait pas, peut-être le pire timing pour baisser les taux finalement. Et peut-être que dans 3 mois, on se dit que ce sera une erreur. Déjà, je pense que les 50 BP... Enfin, moi, j'ai toujours considéré que c'était une erreur de baisser les taux, mais indépendamment du fait qu'on a fait 50 points de base... qui semblait être plus une politique d'assurance. Là, je pense pas justement je pense qu'on a mis entre parenthèses les données quelque part. Et je pense qu'ils vont aller à 4
quelque part sans trop réfléchir. En pilote automatique, D'accord. sans trop réfléchir. Powell nous a déjà dit 25 en novembre, 25 en décembre. Quel que soit l'état des données. Quel que soit l'état des données, sur l'espoir que finalement ça vienne plus bas. Et je pense que la vraie raison derrière ça, de toute façon, elle est plus à chercher du côté du coût de financement de l'État. Et que l'État américain n'a pas besoin de payer une prime sur le reste du monde pour se financer. Aujourd'hui, c'est le cas, avec des taux en particulier courts. L'argument économique, non mais ça vous le dites à chaque fois, Axel, et je vous écoute, mais vous dites l'argument économique de ce cycle de baisse de taux, ou des 100 points de base de baisse de taux facile de la Fed, pour vous, il ne résiste pas à l'analyse du problème du coût de financement américain. Je pense, ouais, c'est vraiment le cas. Et je pense que la prochaine étape, d'ailleurs, de la Fed, c'est baisser les taux, 25, tout le monde. Mais tout le monde oublie qu'avant même de baisser les taux, ils avaient déjà réduit le quantitative tightening. Donc en réduisant le quantitative tightening de 35 milliards, ils donnaient... Ils réinjectaient, oui, c'est ça. Ils filaient 400 milliards au Trésor, quelque part. La prochaine étape, c'est donc d'arrêter le quantitative tightening complètement, c'est redonner à peu près 300 milliards au Trésor en facilité de financement. Ça permettra au Trésor de rallonger sa dette un petit peu. Et le problème, c'est que si, dans le même temps, les anticipations d'inflation reviennent, il n'est pas sûr que le trade soit très à l'avantage du Trésor, dans le sens où, quelque part, depuis qu'on a baissé les taux de 50 BP, regardez ce qu'ont fait les taux mortgage aux États-Unis, ils ont monté et très violemment. Donc si c'est perçu comme une erreur de politique économique, la prime de terme va monter, l'inflation anticipée va remonter, et finalement, ce sera récessif, là où ça voulait être stimulant. Il y a une chose qui est aussi passée sous silence. Si vous regardez le marché du repo aux États-Unis, autour de la fin de trimestre et même quelques jours après, on est passé au-dessus de la borne haute des Fed Funds. C'est-à-dire qu'en général, le repo, comme les Fed Funds, ça se balade dans le range qui est indiqué, c'est-à-dire en ce moment 4,75, 50. On est allé traiter jusqu'à 5,45, alors que la Fed avait baissé les taux de 50 BP, et donc entre 4,75 et 5, 15 jours avant. Donc ils ont, comme ça, peut-être sous-estimé, je ne sais pas, la demande de liquidité, ils peuvent créer comme ça des tensions sans le voir, s'ils ont une politique qui n'est pas lisible et pas... et pas compréhensible. Donc, moi, je doute beaucoup de ce que la Fed est en train de faire, et je pense que ça n'est pas lieu d'être de vouloir stimuler une économie qui, par rapport à l'estimation... Je ne parle pas de stimulation pour l'instant. Enfin, oui, mais pourquoi l'inflation est encore un peu au-dessus de l'objectif, le chômage est à 4, à peu près en dessous de ce qu'ils estiment être le niveau de long terme, et la croissance va être à 2,5 au troisième trimestre. Ce qui est certain pour dire, c'est qu'une économie réelle qui croît à 2-3% et 2,5% d'inflation, qui semble être peut-être la nouvelle norme, ça ne va pas nous emmener tellement plus loin que là où on est en termes de taux d'intérêt. Et si vous partez du principe que c'est un bon proxy pour le 10 ans, vous voyez, l'économie réelle plus inflation. Est-ce qu'on a vraiment des raisons d'aller beaucoup plus bas que 4, 3,5% ? C'est pas certain. Donc, est-ce qu'on est, pour aller dans votre sens, un petit peu sur une espèce d'équilibre ? C'est pas impossible. Quelques baisses de taux peut-être faciles, mais pas tant que ça non plus, avant d'arriver à un niveau où il faudrait peut-être s'arrêter. Frédéric, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et puis Fed et BCE, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que... Non, sur la Fed, ce qui est intéressant, c'est que jamais dans l'histoire, on avait anticipé une aussi forte baisse de taux avant même qu'elle ne commence. C'est-à-dire qu'on avait 235 points de base attendus dans le cycle de baisse. Sur le cycle précédent, on était plutôt à 100 BP, 150 BP au moment où... Donc là, les attentes sont très fortes. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a de la volatilité. Parce que plus élevé aussi. Oui, bien sûr, mais juste pour dire que cette attente est très très forte. Elle était très très forte au départ, alors que la macroéconomie nous dit est-ce qu'on a raison d'aller aussi loin ? Donc le marché est extrêmement exigeant par rapport à ça. Deuxième facteur, effectivement, sur le cycle, être peut-être à contre-courant. Lorsque vous avez un mouvement d'inflation, vous avez toujours un rebond d'inflation sur la phase de baisse. Donc là, effectivement, dans le timing, il faudra faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri, notamment si la Chine redémarre et les matières premières redémarrent, qu'on ait un rebond d'inflation au moment même où la Fed enclenche effectivement ce mouvement de baisse. Donc là, le marché, c'est ce qu'il déteste. On pourrait avoir effectivement cette sensation que la Fed a raté le mouvement ou est en train de rater un mouvement, qu'on a une reprise d'inflation, et là, pour le coup,
Ça risque d'être très très perturbant pour les. Il ne faut pas que la Fed soit amenée à se déjuger par rapport à ça. Ce serait peut-être encore. On a toujours un rebond pire. un an à peu près après qu'on ait touché effectivement un plancher sur l'inflation, un rebond d'inflation, même résiduel, mais qui a lieu. Et ça peut être perturbant pour le marché. Bon, on verra. On a eu les chiffres cette semaine. Effectivement, bon, ça reste l'inflation cœur, oui, reste collante, les services, etc. On notait quand même que la partie logement avait moins contribué à l'augmentation de l'inflation cœur. Un petit peu, mais pas la partie qui est la plus récurrente, qui est les loyers qui sont imputés aux propriétaires de leur logement. Oui, loyers fictifs. C'est aussi 0,5 et donc on est. C'est aussi la construction de l'indice d'inflation américain de ce point de vue-là. Oui, c'est peut-être contestable. Oui. Mais les vrais loyers. C'est pas moi qui le dis. Hein. J'écoute le débat entre économistes de ce point de vue-là. Sur l'Europe. Politique monétaire, on a évoqué les sujets budgétaires avec la France, mais qu'est-ce que vous attendez de la BCE la semaine prochaine? Qu'est-ce que ça peut impliquer aussi pour l'intérêt des actifs européens? Les marchés américains sont quasi au sommet. On a parlé de la Chine. On parle à nouveau différemment de la Chine en se disant que tiens, peut-être que c'est pas si ininvestissable que ça, au moins pour un temps. Pour l'Europe, on a vraiment l'impression d'un truc assez plat, quoi. Ouais. Bon, alors, sur la dimension monétaire, il y a peut-être un peu plus de visibilité en Europe. Ouais. En tout cas, le parcours semble un peu mieux balisé, semble-t-il, avec probablement 2 baisses de taux d'ici la fin d'année, dans un contexte qu'on connaît, à savoir un contexte macro qui est déprimé. On voit les indices manufacturiers en particulier dans des territoires de contraction assez profondes, un problème en Allemagne, la France n'est pas tellement plus vaillante. Donc le contexte macro justifie qu'on rende la politique moins restrictive, d'une part, et puis une inflation qui a beaucoup baissé, ce qui est encourageant, mais qui reste gluante. C'est encourageant. C'est encore encourageant. Enfin, parce qu'un 8, demain un 7, enfin, je sais pas, à un moment, est-ce que ça ne deviendra pas désespérant est-ce que je veux dire, de voir une inflation qui continue de baisser, peut-être un peu trop sous l'objectif de la Banque Centrale Européenne? Alors, lorsqu'on soulève le capot, on est moins enthousiaste. Aujourd'hui, la désinflation, elle se fait beaucoup à travers les biens, à travers l'énergie. C'est vrai que sur les services, on continue d'avoir une inflation. Vous souvenez-vous qu'elle a augmenté pendant l'été. Les hausses salariales restent robustes, aussi en Europe. Donc la bataille n'est pas gagnée. Et d'ailleurs, Mme Lagarde se garde bien d'aller sur ce terrain. Et on l'a dit, l'inflation, c'est un diable qui sort de sa boîte aussi facilement qu'il y rentre. Et potentiellement, on a vu dans des dimensions de reprise économique, ce qui devrait être le cas l'année prochaine en Europe, l'inflation qui pouvait aussi repartir à la hausse. Donc probablement de la patience de la part des banquiers centraux. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur, pour le marché action? C'est vrai que je vous rejoins. L'Europe semble un petit peu engluée en termes de performance. Alors, on est quand même à des plus hauts. Le stock 600, oui, le stock 600 est au plus haut, oui, bien sûr. Et on peut estimer qu'il y a quand même quelques facteurs favorables pour l'Europe. Elle est peut-être d'ailleurs un peu plus avancée dans le cycle, l'Europe. On s'attend à ce que la croissance rebondisse au niveau européen l'année prochaine. Vous ne perdez pas ça de vue? On perd pas ça de vue et c'est un petit peu un différentiel comparé à ce qu'on voit aux États-Unis où la croissance sera supérieure mais décélérera. En Chine, où la croissance devrait continuer à décélérer dans les années à venir. L'Europe, à des niveaux bien moindres malheureusement, elle est dans le rebond. Donc le sens du vent, la direction de ces indicateurs importe. Et puis, de manière inévitable, il y a l'argument valorisation. Et c'est vrai que dans le cas de l'Europe, l'argument valorisation, il est fort. Jamais l'Europe n'a été si peu cher comparé à son pendant américain. Et quand on va entreprise par entreprise, secteur par secteur, il y a des choses à faire, il y a des belles valeurs qui sont aujourd'hui très décotées, ou en tout cas qui traitent bien moins cher que leur équivalent américain aujourd'hui. Je cite parfois cet exemple qui date de quelques mois maintenant. Vous vous souvenez quand Total Energy a parlé de se faire lister à New York, et donc se délister de Euronext. C'est toujours une idée sur la table, je crois. Tout le monde est très ému de cette idée. Certains analystes parlaient d'un saut de capitalisation boursière du jour au lendemain d'environ 100 milliards de dollars. Donc là, concrètement, on met le doigt sur cette décote structurelle européenne. Pour la même entreprise, vous avez une décote de 100 milliards dans le cadre. Alors que c'est une des majors les plus rentables du secteur. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Exactement. Donc, pour l'investisseur, être un petit peu contrariant à un moment où le marché est pas cher, très sous-possédé, sous-investi, on va repenser à la Chine, qui est exposée à un facteur chinois qui peut-être tournera demain. Pourquoi pas? En tout cas, on a envie de rééquilibrer.
Frédéric? Non, je suis d'ailleurs Ouais, sur d'accord, Total, sur l'Europe. c'est Il y a un peu de vent dans les voiles devant nous. c'est au cas par c'est du c'est au cas par cas. Oh, Ouais, ok. c'est pour ça aujourd'hui on est obligé. Bon, on a vu que le secteur auto c'est mort, hein, donc. Alors pendant c'est une un question, je sais pas. Non, mais ça va être c'est très, value C'est-à-dire comme en certainement, plus, c'est deep value, non c'est seulement on a dead la money, c'est. C'est un peu le cas parce que c'est pas cher de toute façon. Quand on se paye 2 ou 3 fois les bénéfices. Stellantis, c'est toujours payé 3 Oui, fois. voilà. Oui, mais là, le problème, c'est que maintenant, on a des taux de marge qui sont plutôt à 7 qu'à 12. Hein. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même histoire. Alors, non seulement on subit la concurrence, mais en plus, on se tire une balle dans le pied avec des réglementations qui sont extrêmement coercitives. Donc, il y a des secteurs industriels qui sont effectivement pénibles. Donc, il faut faire effectivement attention. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de valeurs qui sont sur leur plus haut historique. On commence par des Schneider, qui n'est pas très très loin des plus hauts, Saint-Gobain aussi. Alors, il y a quand même beaucoup de valeurs parce qu'on parle le CAC, mais la réalité, je répète, elle est duale. Ouais. Il y a beaucoup de valeurs qui sont sur les. Alors moi, il y a un secteur qui m'intéresse de plus en plus et je sais que j'étais vraiment en dehors de ce secteur, c'est l'immobilier. Voilà. Et personne n'en a. Personnellement, j'en avais pas depuis énormément de temps. Foncière cotée. Hein, Foncière cotée. Ouais. Alors, on ne parle pas de la décote, elle est structurelle. C'est un secteur, on doit quand même, dans un environnement de baisse des taux, commencer à regarder. Alors, il y a eu des rebonds. Oui, j'allais dire, le marché n'a pas attendu que vous regardiez, Frédéric. C'est clair, mais il reste quand même sous-détenu. Hein. C'est un secteur qui est sous-détenu parce que tout le monde est gavé d'immobilier par ailleurs. Donc, je pense que c'est un secteur qu'il faut regarder avec peut-être plus de bienveillance, honnêtement. J'entends. Puis après, et les fondamentaux, quand on regarde un peu les fondamentaux de ces boîtes, je veux dire, ça y est, on a passé le niveau de stress maximum de savoir est-ce qu'on était vraiment sur des problèmes de solvabilité pour ces entreprises. Une entreprise allemande qui s'appelle Vonovia, oui, bien sûr. Du résidentiel à Berlin notamment. La décote, elle est juste phénoménale sur une entreprise qui est plutôt globalement bien gérée, sur des niveaux de taux qui n'arrêtent pas de baisser. Oui, quand on a des rendements aussi sur les foncières à 5-10%, voire au-delà, et bien évidemment, ça se regarde. Et notamment quand le marché aura besoin peut-être de visibilité, notamment sur la génération de free cash. C'est peut-être des secteurs qui vont nous rassurer. C'est le secteur aussi de l'énergie, des NG par exemple. On a vu des secteurs en Allemagne plutôt bien se tenir ou en Espagne bien se tenir. Il y a peut-être des choses à regarder sur ces secteurs qui étaient globalement plutôt sous-détenus. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas le truc le plus enthousiasmant, j'en conviens. Non, toujours, c'est pas sexy, mais c'est pas grave. Enfin, on s'en fiche. Mais là, on est peut-être dans un facteur où le marché va vouloir chercher de nouveau du dividende, de la visibilité en Europe. Et c'est marrant parce que on achète ce qu'on achète en Europe, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'acheter aux États-Unis. Donc, ça permet mine de rien de rééquilibrer les portefeuilles avec des secteurs assez complémentaires. Enfin, vous parliez de l'énergie en Europe. Je rappelle, à date, depuis le 1er janvier, la meilleure performance boursière au sein du S&P 500, c'est pas Nvidia, c'est Vistra. C'est une utilities américaine qui fournit de l'énergie. Alors pour des data centers, hein, mais, oui, mais vous avez, entre autres. Vous avez même dans le solaire aux États-Unis, vous avez des entreprises qui ont incroyablement rebondi. Avec une forte volatilité. Donc oui, il se passe des choses. Donc il faut y aller. Je répète, c'est pas les secteurs les plus attractifs comme ça, mais le marché a besoin aussi d'avoir un petit peu de visibilité. Où est-ce que vous placez ou les risques de marché aujourd'hui, Axel? Enfin, risques aussi bien positifs que négatifs, hein, c'est-à-dire dans le contexte, même si les baisses de taux de la Fed sont discutables selon vous, elles sont là, il y en aura sans doute d'autres. La Chine relance et pourrait continuer de relancer post-élection américaine. Bon, le pétrole a un peu bougé, mais ça reste quand même du pétrole bon marché. Enfin, est-ce que c'est encore un risque à la hausse là pour des actifs risqués aujourd'hui sur les marchés? Oui, un des risques à la baisse, ce serait une désescalade au Proche-Orient qui enlèverait les 7-8 $ de primes qu'on a sur le prix du baril aujourd'hui. Ce serait un boost, notamment à la croissance européenne. Je pense que il y a un énorme écart entre la perception de la croissance et je pense la réalité des chiffres en zone euro. Quand on regarde les PMI, on a l'impression que c'est une cata. Je pense que les PMI veulent plus rien pas dire. Grand-chose. Et que l'INSEE fait un bien meilleur boulot que sur la France. Les enquêtes nationales domestiques sont plus pertinentes. Et elle raconte une histoire différente. Quand on regarde même les ventes au détail en Allemagne, alors la série est nouvelle, mais on voit un rebond de la conso. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Et ils misent sur une poursuite du rebond de la conso, hein, c'est ça, hein, dans leur projection en fait, 2025. Le mystère du retard à l'allumage qui a duré toute l'année dernière, avec une croissance nulle trimestre par trimestre en zone euro, c'est cette hausse très conséquente de l'épargne. Donc on en a sous le pied. Donc ça peut être un vrai
un vrai effet de boost à la croissance européenne, ou alors de conso qui ont été un peu maltraités en zone euro aussi. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en zone euro. On est sur un taux de chômage à pas monter malgré l'absence de croissance. Donc forcément, je ne vois pas comment il va monter en maintenant du 0,3 de croissance trimestrielle sans beaucoup d'optimisme. On est déjà à 0,3, donc un petit peu plus, on pourrait accélérer. On voit que l'Espagne révise à la hausse. Il y a des endroits où il y a de la croissance en Europe. Donc, ça peut être la bonne surprise sur l'année qui vient. Je pense on est bien, entre guillemets, se cacher dans le crédit, puisque le crédit, toute la vol est sur les taux, il ne se passe rien sur les spreads. Donc, c'est pas un free lunch, il n'y a pas de free lunch, mais c'est un petit peu le sens du vent. On est sur cette optique de portage qui marche très bien, qui marche aussi sur le high yield d'ailleurs, parce que l'environnement de défaut reste relativement réduit. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet, je pense, sur ces classes d'actifs-là. Bon, on a parlé actions, mais crédit, c'est aussi des poches d'investissement importantes chez vous, chez les autres, Raphaël. Un mot là-dessus, oui. Il y a toujours du confort à être sur la classe d'actifs crédit aujourd'hui. Absolument. Ouais. Nous, on a beaucoup rééquilibré les portefeuilles. Ouais. Pour donner une idée, notre fonds d'allocation, il avait 0% de crédit de 2016 à 2022. Aujourd'hui, il en a 65%. D'accord. Ça donne une idée de rééquilibrage. Ouais. Et effectivement, je vous rejoins, pour nous, c'est une espèce d'âge d'or aujourd'hui pour le crédit, sur ces dimensions effectivement de portage. En buy and hold toujours. Il n'y a pas de raison de changer de stratégie. Vous pouvez être payé pour faire de la qualité, 5, 6, 7% si vous faites bien votre travail, sur des émetteurs qui ont des fondamentaux très sains aujourd'hui. Les niveaux de levier sont très raisonnables, les taux de défaut plutôt eu tendance à baisser plus récemment et sont proches des moyennes historiques. Les niveaux de couverture d'intérêt, donc la capacité de payer ses intérêts avec ses profits, sont aussi très élevés. Donc, pas d'alerte fondamentale. Sur la partie technique, beaucoup de facteurs qui supportent le marché, beaucoup de demandes, de flux entrants dans la classe d'actifs, et une classe d'actifs qui se réduit en taille, pour plein de raisons, beaucoup de refinancement de dettes existantes. On voit aussi des émetteurs qui se détournent de la classe d'actifs pour aller sur la dette privée. Bien sûr, d'autres marchés de dette. Voilà, d'autres marchés de dette. Donc, résultat, la classe d'actifs, par exemple, sur la yield, a réduit de 20%. Les émissions de volume. La taille du marché. D'accord, la taille du marché. Okay. Donc, une demande qui explose, un marché qui réduit de taille, tout ça peut être effectivement très intéressant. Et ça a été un facteur de performance. Nous, on le voit sur les nouvelles émissions. On va avoir des émissions qui sont 2, 5, 10 fois sursouscrites. On voit aussi des papiers qui ne circulent plus, où aujourd'hui on achète et on garde. C'est ça. Et donc voilà, aller faire sur de la qualité du portage à ces niveaux-là, à faible volatilité, c'est quelque chose en fond de portefeuille qui semble très indiqué. Cœur de stratégie. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Raphaël Thuin, Tikehau Capital, Frédéric Rosier, Mirabeau et Axel Bott, Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'actualité de l'industrie ETF avec l'Observatoire ETF de Yomoni et son directeur des investissements, Olivier Malteste, à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On va parler de l'actualité ETF, mais un mot parce que Yomoni a eu l'excellente idée de mener une enquête avec l'IFOP. Non, mais sur les questions de fiscalité, les questions d'épargne. Alors, je crois que l'enquête a été menée dans le siège de la dissolution, c'est ça, Olivier ? Elle a été menée il n'y a pas très longtemps, mais avant en tout cas les annonces de Michel Bernier. En fait, ce qu'on a remarqué, on a eu beaucoup de clients qui, au moment de la dissolution aussi, nous ont appelés en étant inquiets globalement sur ce qui pourrait arriver sur leur placement, leur assurance vie, leur épargne. Donc c'est aussi un moment où on avait vu beaucoup d'assurances vie luxembourgeoises revenir un petit peu en disant venez au Luxembourg, lorsqu'on ne savait pas exactement à quelle sauce on allait être mangé en termes de gouvernement. Et donc on s'est dit, on va aussi interroger, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses sur le montant des déficits, le besoin aussi de rééquilibrer le budget et potentiellement d'augmenter les impôts. Donc à la fois pour savoir si les Français étaient inquiets sur ce qui allait leur arriver et sur ce que eux ils préféraient entre guillemets, ou là où ils pensaient que c'était intéressant de monter les impôts face à la tentation fiscale, quitte à choisir où est-ce qu'on serait le plus à l'aise, quoi. Exactement. Et donc en fait ils sont plutôt favorables à une hausse d'impôts pour les ménages les plus aisés, donc à 74%, y compris en fait les clients les Français les plus aisés. Je comprends. On a un sondage représentatif de la population et ils sont par contre encore
encore plus confiant et insistant sur le fait de taxer les grosses entreprises, donc celles qui ont plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc là, on est à plus de 80%, on est à 81%. Ils ont été écoutés de ce point de vue-là. Ils ont été écoutés. On imagine qu'ils font aussi leur sondage en termes... C'est quoi leur ligne rouge, en fait? C'est l'épargne, en fait. Ils sont inquiets, évidemment, sur la taxation de leur épargne. Ils sont à 66% contre une taxation des PEA et des PER, donc sur des choses comme ça, et un petit peu moins, donc 63% aussi sur l'assurance vie. Et évidemment, ce qui est assez naturel, c'est que lorsqu'on regarde vraiment sur ceux qui détiennent à la fois une assurance vie ou un PEA ou un PER, là, on est à plus de 7 Français sur 10 qui sont contre une augmentation des taxes sur leur épargne. A priori, le projet de loi de finances préserve les aspects fiscaux de ces produits, et notamment du PER. C'était un sujet de débat dans le projet de loi de finances. Voilà, dans le projet de loi de finances. Venons-en. Oui, il y a la moulinette parlementaire qui va arriver, donc on verra bien ce qu'il en ressort. Venons-en à l'actualité de l'industrie ETF, à commencer par les flux. On avait fait le bilan de l'été avec vous le mois dernier, des mois de juillet et août. Que s'est-il passé en septembre concrètement, Olivier? C'est encore un très très bon mois sur le mois de septembre. On est à 21 milliards de souscriptions du coup sur le mois. Si on regarde depuis le début de l'année, on est à 164 milliards de souscriptions sur le marché des ETF en Europe, à rapporter à 167 milliards sur toute l'année 2023. Donc, pratiquement déjà fait l'année équivalent de l'année 2023. Donc hormis vraiment catastrophe, ça devrait être un très bon cru l'année 2024 sur le marché des ETF. Et donc on est à 21 milliards sur le mois de septembre, donc encore un très très bon mois. On voit, lorsqu'on voit les graphiques, c'est quand même une très très bonne année, l'année 2024. Et lorsqu'on regarde, les actions continuent évidemment à le plus collecter. On a 15 milliards et demi de collecte au niveau des actions. Et sur les actions, on est déjà depuis le début de l'année à 116 milliards de collecte. Et là, on a dépassé déjà l'année 2023 parce qu'on était à 105 milliards. Donc on fait déjà plus en termes de collecte actions depuis le début de l'année que 2023. Donc on est à pratiquement 15 milliards et demi sur les actions, 5 milliards et demi sur les obligations. Donc là, on a un schéma de répartition un peu classique, qu'on avait déjà vu au mois d'août, avec les obligations qui font environ un tiers de la collecte action. Bon, si on regarde un peu dans le détail, effectivement, quel type d'action, quel type d'obligation est-ce que les investisseurs plébiscitent à travers ces chiffres, notamment Alors sur les actions, on reste sur les grosses capitalisations, notamment donc mondiales et américaines. Donc ça pas de nouveau, c'est vraiment la tendance qu'on a vu toute l'année. La nouveauté sur le mois de septembre, c'est qu'on a un retour sur les grosses capitalisations européennes. Donc au mois de septembre, donc on a vu ce retour-là. Je parlais tout à l'heure. Sur l'Europe, quoi. Voilà, sur l'Europe. Donc il y a ce retour-là et un retour aussi. Donc dès septembre sur les marchés émergents, donc avant le plan de relance chinois et ainsi de suite. Donc il y a quand même eu un retour en septembre aussi sur les marchés émergents. Donc ça c'est les deux nouveautés sur le mois de septembre. Ce que je trouve aussi intéressant lorsqu'on regarde les 5 ETF qui ont le plus collecté globalement en Europe. Donc ils sont évidemment beaucoup sur les US, il y en a 4 sur les S&P. Mais sur les 4 sur le S&P 500, il y en a 3 qui sont en equally weighted. Et donc on voit aussi cette tendance aussi. Les stratégies changent quand même. Exactement, retirer un petit peu sur la concentration. Lorsqu'on regarde ce qui a décollecté en actions, la tech a décollecté en actions sur le mois de septembre. Intéressant. Ainsi que l'énergie et les actions aussi japonaises. Mais on voit, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que ça reste très US sur ce qui collecte le plus. Mais plus large. Exactement. On veut capter quelque chose d'un peu plus large que les seuls 7 magnifiques, pour dire les choses. C'est exactement. Ça. Exactement. On attaque beaucoup la gestion indicielle en disant c'est très concentré et on voit que dans les flux des ETF, on reste en gestion indicielle, mais on va sur des choses du coup equally weighted qui vont minorer la tech et qui vont rééquilibrer un petit peu et participer à l'élargissement du rallye qu'on a pu observer un petit peu depuis le mois d'août. Bon, on a beaucoup raconté quand on regarde le facteur ESG, que c'était un peu l'encéphalogramme plat en termes de dynamique au cours de cette année 2024. Est-ce que le mois de septembre est dans cette lignée-là Ça revient un petit peu, c'est-à-dire qu'on a 17% de la collecte s'est portée sur des ETF ESG. Donc ça revient, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau du stock, de vraiment des encours, on est plutôt aux alentours de 22-23, donc on est encore un petit peu en dessous des encours, mais on est à 17%, donc on revient sur quelque chose de plutôt en ligne par rapport à ce qu'on observe historiquement. Et donc on est plutôt à 16% côté action et côté obligataire à 21,5%. Donc on voit que en termes de flux, donc sur la courbe bleue, on reste plutôt stable. Du coup, on arrête de perdre en part de marché. Et donc ça revient un peu, parce qu'on a eu quand même depuis le début de l'année très peu de flux. On verra si c'est une tendance qui se prolonge, effectivement. Non, mais effectivement, oui. On voit ça et on voit qu'il y a quand même beaucoup de recherches et beaucoup de lancements aussi d'ETF, avec des tentatives aussi pour limiter tout ce qui est tracking error, parce qu'on le sait, depuis que les performances ont été un peu décevantes en 2022, évidemment,
an et aussi 2023. Il y a vraiment beaucoup de recherches. Il y a un peu de re-engineering de ces ETF ESG, effectivement, pour arriver à offrir des comportements donc extra-financiers, prendre en compte ça, mais en essayant de limiter au maximum la tracking error, ce qui n'est pas forcément évident, mais il y a beaucoup de recherches sur ces sujets-là. Ouais. Bon, on a eu publication trimestrielle de BlackRock tout à l'heure. Je crois que les encours fin Q3 sont montés à 11,5 trillions de dollars. Voilà. Oui, BlackRock, on fait le palmarès chaque mois avec vous, podium des émetteurs. Ils sont toujours à plus de 40% de part de marché sur les ETF globalement. Ils font aussi du coup toujours premier en termes de collecte aussi sur le mois de septembre. Lorsqu'on regarde les 5 premières, donc il n'y a pas de changement en termes de classement, ni sur la collecte mensuelle, ni évidemment sur le stock, sur la répartition des encours. Mais lorsqu'on regarde, on parlait de concentration tout à l'heure au niveau des indices, mais lorsqu'on regarde les 5 premiers font plus de 90% de la collecte mensuelle. Donc on voit qu'il y a vraiment des flux qui vont sur les 5 premiers acteurs, BlackRock, Amundi, DWS, Vanguard. À noter sur le mois de septembre, Invesco qui fait un bon mois de collecte. Et sinon, on a quelque chose relativement en ligne par rapport aux tailles de chacun des émetteurs. Bon, septembre qui a été aussi un mois dynamique sur le plan des lancements de produits. L'été étant une période peut-être un peu plus calme, un peu plus creuse. Mais du coup, septembre, de ce point de vue-là, lancement de nouveaux produits, l'activité a vraiment repris là. On est revenu sur 22, donc émission de 22 nouveaux ETF. Globalement, 10 obligataires, 12 actions. Donc c'est relativement bien réparti. On a aussi 12 ESG, donc dans le comportement financier. Donc toujours. En origination, l'ESG est toujours très présent. Exactement. Les émetteurs continuent à penser que les flux reviendront et que c'est qu'un passage. Donc ils continuent de chercher à élargir les gammes, à le faire de manière un peu différente. Donc ça, c'est intéressant. Et dans les choses un petit peu intéressantes, il y a un nouvel émetteur sur le côté des ETF à maturité. Donc on a à nouveau un DWS qui est venu rejoindre la bande. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant en termes de nouveaux émetteurs, là pour le coup, c'est la présence maintenant d'Intesa San Paolo qui a lancé une gamme d'ETF, donc ils ont appelé DX ETF, 6 ETF, 3 actions, 3 obligataires. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une banque privée en fait, qui émet du coup et qui s'est associée de manière à sortir ses propres ETF, donc avec ses propres indices un peu différents. Ça nous dit quoi ça, Olivier ? De l'enjeu pour une banque privée, du marché actuel des ETF pour des clients privés. C'est ça, donc nous on milite sur la démocratisation des ETF depuis très longtemps, on n'est pas seul à le faire. Et là on voit que du coup les clients privés commencent certainement à demander de plus en plus à pouvoir également investir sur les ETF, non plus uniquement les institutionnels mais également les banquiers privés, et que les banques privées peut-être, en tout cas une première, commencent à se dire plutôt que d'aller proposer des émetteurs externes, pourquoi je ne ferais pas mes propres ETF. Donc c'est une toute petite gamme, c'est assez anecdotique. Non mais c'est pas une petite banque. C'est pas une petite banque. Le marché italien n'est pas le marché le plus développé en Europe. C'est vraiment l'Allemagne sur lequel on a vu beaucoup de flux il y a depuis plusieurs années qui arrivent très fortement. Donc l'Italie n'est pas non plus dans les précurseurs, mais on voit et on sent vraiment cette pression de plus en plus de la part des clients certainement qui ont poussé la banque Intesa du coup à lancer sa première gamme d'ETF. 6 ETF vraiment ESG, donc un petit peu différent, mais c'est vraiment, je pense, pour garder cette relation avec leurs clients et proposer leurs propres produits face à la demande. Donc j'ai trouvé ça. Point très intéressant, effectivement. C'est un vrai marché de demande là, des clients privés pour cette offre ETF. Comment est-ce que vous pilotez le positionnement des stratégies là, pour le compte des clients de YoMoney aujourd'hui dans un environnement un peu bruyant, on va dire les choses comme ça, de marché. On avait été relativement prudent en septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se disait qu'il n'y avait pas trop de catalystes. En fait, le marché, du coup, a bien pris la baisse des 50 points de base. Donc, on est revenu sur une neutralité sur le point action-obligation. En termes de pari, donc on a un pari sur les actions américaines, mais nous aussi en equal weight, donc un petit pari. Donc, on a voulu rester sur les actions américaines et avec ce pari-là, mais en sortant un petit peu de la tech. Et on est venu sur 2 petits paris sur à la fois le Japon et les marchés émergents, parce qu'on pense qu'effectivement, au moins à court terme, la Chine peut arriver quand même à essayer de relancer, à peut-être potentiellement d'autres plans derrière pour arriver à continuer un petit peu ce qu'on a vu très très vite. Plan. On pense aussi que le Japon pourrait bénéficier du coup d'un retour un petit peu de la croissance chinoise. Ça peut être vertueux pour ces pays-là. Et en plus, on pense que les marchés chinois qui a été relativement chahuté par le nouveau Premier ministre, en fait, c'est un petit peu amplifié par les marchés et que ça devrait se calmer et que la ligne ne devrait pas énormément changer et que donc du coup, il y a un intérêt aussi tactique un petit peu à jouer le Japon. Le Japon ne va pas se mettre à monter les taux à 50 points de base. C'est pas ce qui est prévu pour l'instant. Merci beaucoup Olivier. Merci de venir nous voir chaque mois pour nous éclairer sur l'actualité de cette industrie ETF. Vous en êtes un spécialiste, bien sûr. Olivier Maltès, directeur des investissements de YoMoney, était avec nous en plateau.